Bonjour, bonjour, vous êtes sur le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on fait du thème 284 sur la colopathie fonctionnelle. Voilà, et bien comme Emma l'a si bien dit, nous allons faire un item aujourd'hui de gastro-entérologie. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Il ne devrait pas être trop long cette fois-ci. Peut-être qu'il fera 40 minutes comme celui d'il y a 2 jours, mais bon, voilà, il fera pas 1 heure, c'est sûr. Allez, on va commencer, une fois n'est pas coutume, par la définition du syndrome de l'intestin irritable et les différents sous-types, voilà, qui s'inscrit dans le cadre des colopathies fonctionnelles. Donc, le syndrome de l'intestin irritable, qu'on appelait anciennement colopathie fonctionnelle. C'est un diagnostic clinique qui est défini par la présence de douleurs abdominales associées à des troubles du transit, en l'absence de toute maladie organique digestive. Par définition, l'ensemble des examens complémentaires vont être normaux. Il s'agit d'une pathologie bénigne mais chronique, avec une importante altération de la qualité de vie. Alors, il existe 4 sous-types de syndrome de l'intestin irritable, selon le transit prédominant. Donc on va avoir le syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée prédominante, qui est abrégé sous forme de SII, donc syndrome de l'intestin irritable-D, donc avec diarrhée prédominante. On aura le SII avec constipation prédominante, donc ce sera SII-C, constipation. On aura le SI avec alternance de diarrhée et de constipation, donc le SII-A avec alternance. Et enfin, on aura le SII indéterminé, qui sera SII-I du coup, pour les patients qui n'entrent dans aucun de ces 3 sous-groupes. Alors, on va reconnaître maintenant les critères diagnostiques et les troubles fonctionnels intestinaux. Le syndrome de l'intestin irritable, il est défini par les critères de Rome, c'est comme la ville, en Italie. Ils correspondent à la présence d'une douleur abdominale récidivante qui survient au moins un jour par semaine dans les 3 derniers mois, avec au moins 2 des critères suivants. 2 des 3 critères que je vais citer. Premier critère que ça peut être, c'est une douleur abdominale en relation avec la défécation. Ça peut être une douleur abdominale associée à une modification de la fréquence des selles, soit diminution qui sera plutôt constipation, soit augmentation qui sera plutôt diarrhée. Ou troisième critère, ça peut être une douleur abdominale associée à une modification de l'aspect des selles. Liquide, mou, dur, voilà. Je ne vais pas vous faire un dessin. Et le début des symptômes doit dater d'au moins 6 mois avant de pouvoir poser le diagnostic. Voilà comment on pose le diagnostic précis du syndrome de l'intestin irritable ou du coup des troubles fonctionnels intestinaux. Alors, un petit peu de prévalence maintenant pour savoir un peu de quoi on parle. Donc la prévalence, elle est estimée à 4% de la population générale dans le monde. Donc là, on n'est pas qu'en France, on est vraiment dans le monde entier, donc c'est quand même très important. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est le premier motif de consultation en gastro-entérologie. La prévalence varie en fonction des pays et des critères diagnostiques utilisés. Elle est plus élevée chez les femmes que chez les hommes et également chez les jeunes. Le retentissement sur la qualité de vie peut être très important, bien sûr. L'impact de la maladie a également été largement démontré sur la productivité au travail. Donc c'est vraiment un problème de santé publique qui est encore mal reconnu. On va parler un petit peu de clinique maintenant et quelles sont les caractéristiques. Donc là, le symptôme principal qui est rapporté, c'est la douleur abdominale chronique, à type de spasme, le plus souvent localisé en fosse iliaque gauche ou en hypogastre. Alors, donc au-dessus du pubis, mais elle peut être présente sur l'ensemble du cadre colique. Elle n'est classiquement pas présente la nuit et elle peut être exacerbée par l'alimentation. Elle est intermittente et survient par crise. Et il existe souvent une aggravation par les épisodes de stress ou l'anxiété. Et il y a aussi une accalmie pendant les périodes de repos comme les vacances. Les douleurs sont souvent en lien avec le transit, donc il y a soit une amélioration, soit une aggravation après la défécation. Il s'y associe très souvent à cette douleur un ballonnement abdominal, avec une sensation subjective de plénitude ou d'inconfort abdominal. Le deuxième symptôme clé de la maladie, c'est le trouble du transit. Donc là, il peut s'agir, comme on a dit, soit d'une constipation, qui est cliniquement définie par moins de 3 selles par semaine, des selles dures ou des difficultés à l'évacuation. Et il peut exister une diarrhée aussi, à l'inverse, qui est définie par des selles fréquentes, c'est-à-dire au moins 3 selles par jour, souvent post-prandiales, donc après le repas, qui sont molles à liquide,
Ces selles peuvent être impérieuses et certains patients développent un syndrome de recherche des toilettes, c'est-à-dire qu'ils vont localiser même les toilettes disponibles en prévision d'un trajet par exemple. Et donc ils peuvent soit développer ceci, soit une alternance diarrhée-constipation. Voilà un peu la diarrhée. Et les troubles du transit, donc avec la constipation aussi. Le syndrome de l'intestin irritable, il est souvent associé à d'autres symptômes fonctionnels. Et donc là, il va s'agir de la dyspepsie fonctionnelle avec la présence de symptômes gastro-intestinaux, mais plutôt haut situés, au niveau plutôt de l'estomac. Donc on aura une satiété précoce, un pyrosis, une pesanteur épigastrique. Ça définit la dyspepsie fonctionnelle. Ça peut être aussi associé avec la fibromyalgie. Donc là, ça sera des myalgies et des arthralgies diffuses sans substrat organique, donc c'est-à-dire sans aucune anomalie des examens complémentaires. Et ça peut aussi s'accompagner du syndrome de fatigue chronique. Donc là, le nom à lui seul évoque un petit peu les symptômes. Donc les éléments cliniques qui doivent amener à la réalisation d'une coloscopie pour éliminer une organicité. Donc là, la présence de certains symptômes qui sont appelés signes d'alarme, signes cliniques d'alarme, doivent indiquer la réalisation d'une coloscopie afin d'éliminer une organicité qui remettrait du coup en cause le diagnostic de colopathie fonctionnelle, du syndrome de l'intestin irritable. Donc ça va être la survenue des symptômes après l'âge de 50 ans, la présence de sang dans les selles, que ce soit des rectorragies, donc du sang plutôt rouge, ou du méléna, du sang plutôt digéré, des symptômes nocturnes, là aussi ça fait remettre un peu en cause le diagnostic, un amaigrissement, une apparition récente ou une modification des symptômes, et un terrain à risque de néoplasie colique, par exemple un antécédent familial de cancer colorectal. Ça, c'est tout autant de signes qui doivent faire indiquer la réalisation d'une coloscopie, pour éliminer autre chose. Ces éléments que l'on vient de citer, là, ils doivent donc systématiquement être recherchés à l'interrogatoire, et si on trouve une anomalie à l'examen physique abdominal, ce qui inclut un toucher rectal dans les formes avec constipation, pour voir qu'il n'y a pas de fécalome par exemple, quoi que ce soit, ou bien s'il existe une résistance au traitement médical qui est proposé, la coloscopie est également indiquée, donc voilà, on va devoir la réaliser. Ces indications de la coloscopie, c'est le chapitre, la petite partie d'après, mais on vient de les dire. Donc on va plutôt s'attarder sur les modalités de la réalisation. Donc voilà, elle est indiquée la coloscopie en présence des signes cliniques d'alarme, qu'on vient de dire. Elle est aussi indiquée en cas de symptomatologie diarrhéique, en cas d'anomalie à l'examen clinique, donc si on a une masse abdominale, une perte de poids, etc. Et également en cas d'anomalie biologique, du genre une anémie, une inflammation. La coloscopie, elle est réalisée le plus souvent sous anesthésie générale, après une préparation colique orale, donc avec des sachets en poudre, et dilués avec de l'eau, qui permet de nettoyer le côlon. Il faut au préalable avoir informé le patient de son intérêt et des risques liés au geste. Il peut y avoir un risque de perforation, de saignement, etc. En cas de sous-type diarrhéique, donc de syndrome de l'intestin irritable avec une prédominance de diarrhée, il est recommandé de faire des biopsies étagées dans tous les segments coliques à la recherche d'une colite microscopique, ainsi aussi que dans l'iléon afin d'éliminer une maladie de Crohn iléale, donc au niveau de l'iléon. Une endoscopie œsogastro-duodénale avec des biopsies à la recherche d'Helicobacter pylori et ou d'atrophie duodénale est également indiquée en cas de dyspepsie associée, donc de symptômes digestifs hauts, ou d'anémie fériprive, parce qu'il peut y avoir un saignement frustre, on va dire, un saignement occlus au niveau de l'appareil digestif haut. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu des diagnostics différentiels et des examens complémentaires qui permettent de les éliminer. Donc là, les principaux diagnostics différentiels, ça va être toutes les maladies inflammatoires de l'intestin, du style la maladie cœliaque, les colites microscopiques, et là aussi la iatrogénie. Donc ça, c'est tous les médicaments qui vont altérer le transit ou qui sont pourvoyeurs de douleurs abdominales, comme la metformine, la colchicine, les AINS, etc. Il y en a plusieurs familles. Il est utile de réaliser un bilan biologique aux patients qui consultent pour un syndrome de l'intestin irritable, et l'objectif va être d'éliminer une pathologie organique,
en premier lieu, parce en fait, le syndrome de l'intestin irritable, c'est plutôt un diagnostic d'élimination, puisqu'on ne retrouve aucune anomalie de l'examen clinique ou paraclinique. Une NFS va permettre d'éliminer une anémie, une CRP va permettre de rechercher un syndrome inflammatoire. Voilà. Dans le SI à prédominance diarrhéique, il est également recommandé de doser la TSH afin d'éliminer une hyperthyroïdie et des anticorps antitransglutaminase de type IgA pour rechercher une maladie cœliaque. Voilà, qui est aussi appelée intolérance au gluten. Un examen parasitologique des selles est conseillé dans le sous-type diarrhéique pour éliminer une lambliase. Ça, c'est une parasitose. Et les examens radiologiques n'ont pas leur place dans les formes typiques de syndrome de l'intestin irritable. Donc, on ne va pas faire de radio en premier lieu. Et on va finir par les principes de la prise en charge thérapeutique. Donc là, c'est le plus important. Comment est-ce qu'on va traiter ça, sachant que la plupart des patients qui viennent nous voir pour des troubles intestinaux, ça va être un peu ce diagnostic-là. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir les prendre en charge ? Déjà, il faut savoir que la thérapeutique est centrée sur le patient. L'étape la plus importante de la maladie, elle va reposer sur l'éducation thérapeutique. Parce que oui, on l'a vu, ça reste une maladie chronique, donc l'éducation thérapeutique a tout à fait sa place. La première étape, c'est de poser le diagnostic, car mettre un nom sur les symptômes est une première étape pour justifier et organiser la prise en charge. En effet, la normalité des examens cliniques et paracliniques ne suffit souvent pas à rassurer le patient. Voilà, on va leur dire, on va pas leur dire vous avez rien, parce qu'on retrouve rien sur les examens complémentaires. Lui, le patient, il se retrouve toujours avec ses troubles digestifs et il va dire, voilà, j'ai pas rien puisque voilà, je ressens ces symptômes-là. Donc, on va pouvoir vraiment poser le diagnostic. Ça va souvent leur enlever un poids, en tout cas. Il faut expliquer le caractère bénin de la maladie, tout en expliquant la chronicité des symptômes. Il faut prendre aussi le temps d'expliquer les mécanismes physiopathologiques sous-jacents. Donc là, c'est une altération de l'axe intestin-cerveau, une hypersensibilité viscérale, des troubles de la motricité intestinale aussi. Ça peut être aussi une dysbiose intestinale, donc voilà, une altération un petit peu du microbiote. Et aussi, on va lui expliquer les différentes possibilités thérapeutiques. L'objectif, en tout cas, de cette prise en charge, ça va être d'éviter le nomadisme médical. C'est-à-dire que le patient erre d'un médecin à l'autre, voilà, d'un spécialiste à l'autre, etc. La relation médecin-patient est donc fondamentale. Pour cela, le médecin doit être à l'écoute des attentes et des questions du patient et éviter les affirmations inexactes et vexatoires de type « vous n'avez rien » ou « c'est dans la tête ». Lorsque le médecin prescrit un traitement, il est important qu'il fixe des objectifs raisonnables au patient. Donc en effet, l'efficacité des traitements est souvent incertaine et ne permet pas une guérison de la maladie. L'objectif, ça va être seulement d'améliorer les symptômes afin d'améliorer, in fine, la qualité de vie. Il faut donc planifier l'évaluation de l'efficacité des traitements afin de ne pas méconnaître des signes d'alarme qui vont justifier la réalisation d'une coloscopie. Donc on a des traitements médicamenteux, dans le tableau 1, là, que je mettrai dans le post Instagram d'ailleurs, c'est la liste des principaux traitements. Donc ça va reposer sur la prescription d'antispasmodiques et de régulateurs du transit en première intention. En seconde intention, il y aura des traitements comme certains régimes, certains probiotiques aussi, et également des techniques non médicamenteuses comme l'hypnose qui peuvent être utilisées. Il y a une prise en charge psychologique, voire même des antidépresseurs qui peuvent être amenés à être utilisés. Il faut expliquer que la cible n'est pas un trouble de l'humeur, mais bien les symptômes digestifs, notamment la douleur abdominale. Concernant la prise en charge diététique, en première intention, il y a des conseils d'hygiène alimentaire simples qui sont proposés, du style 3 repas par jour, manger lentement, éviter les aliments trop gras, voilà, vraiment la base de l'alimentation, quoi. Lorsque ces mesures sont déjà respectées ou insuffisantes, il est possible de proposer aux patients un régime pauvre en fermentable, tout ce qui est oligo, di ou monosaccharides, et aussi les polyols. Donc ça, c'est une catégorie de sucre un petit peu, c'est tout ce qui va être les sucres. Ah oui, non, pardon, en fait c'est tout ça, c'est en anglais. C'est fermentable oligo-di-monosaccharides and polyol, donc c'est les FODMAPs, on appelle ça.
Donc ça, c'est une catégorie voilà, de sucres qui fermentent un petit peu dans le tube digestif et qui vont pouvoir créer des gaz, etc. Donc il faut essayer d'avoir un régime pauvre en FODMAPs, du coup, sur une période de 4 à 8 semaines. Ce régime élimine les carbohydrates, donc les glucides qui sont mal absorbés, et ça permet souvent d'obtenir un meilleur confort digestif. Et il est également utile que ce régime soit encadré par une diététicienne, pour savoir exactement quels sont les aliments à éviter, qui fait partie des FODMAPs. Voilà pour la prise en charge diététique. Donc là, le tableau avec la liste des principaux traitements, je vais le décrire avec vous. Et après, comme ça, vous pourrez le retrouver dans le post Instagram. Et puis, on aura fini ce chapitre, qui aura duré moins de 20 minutes. Donc ça fait plaisir. Un petit chapitre court de temps en temps, je pense que ça ne fait pas de mal. Alors, on a 4 catégories de traitements. On a les antispasmodiques, les laxatifs, les ralentisseurs du transit, au contraire, selon si on a une diarrhée ou une constipation, et des antidépresseurs, qui est la dernière classe à utiliser, bien sûr. Alors, on va donner les médicaments en DCI, comme ça parle à tout le monde. Dans les antispasmodiques, on a l'alvérine plus le siméticone. Je ne sais pas si c'est le ou la siméticone. Donc voilà, ça c'est la première classe. Je vais quand même les chercher en non commercial, comme ça je pourrais... ça parlera à tout le monde aussi. Alvérine, siméticone. C'est le météospasmil, visiblement. Ouais, je pense que c'est ça. Donc ça va être le météospasmil. Voilà, ça on a déjà entendu parler, je pense. Ensuite, il y a le trimébutine. Donc trimébutine, c'est dur à trouver maintenant le nom commercial. Hein. Ils mettent vraiment que la DCI sur le net. Et B, dis donc. C'est peut-être le Débrida, t'as raison. Trimébutine non commercial, je vais mettre. Ouais, c'est le Débrida, mais elle est trop forte, ma copine, dis donc. Trop fière. Après, il y a le fluoroglucinol. Bon, ça, c'est le Spasfon, hein, je n'ai pas besoin d'aller chercher. Et le pinavérium, alors ça, je pense pas que je connaisse. C'est le dicétel, visiblement. Bon, ça, pour le coup, jamais entendu parler, jamais utilisé. Donc, je sais pas si c'est bien efficace. Je ferai des petites recherches à l'occasion. Voilà, donc c'est ces 4 médicaments antispasmodiques qui sont efficaces. Ensuite, dans les laxatifs, on a les laxatifs osmotiques du style Macrogol, donc ça c'est le Forolax par exemple. Et on a les laxatifs de l'Est du genre Lispagule. Donc ça, si je dis pas de bêtises, Lispagule, je crois que c'est à base d'une algue à la base, hein, il me semble. Ah non, c'est le plantain des Indes, pardon. C'est le psyllium. Voilà, le psyllium blond qui est appelé Lispagule. Donc c'est une sorte de graine de lin. Qui accélère le transit, qui fait un laxatif de l'Est, tout simplement. Après, à l'inverse, on a les ralentisseurs du transit. Donc là, ce sera plutôt le lopéramide. Donc le lopéramide, c'est le Turfan, si je ne dis pas de bêtises. Non commercial. Ah non, là, je suis bête, c'est l'imodium. Ah oui, le Turfan, c'est le racécadotril, pardon. Donc là, l'opéramide, c'est l'imodium, pardon. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont pas mis racécadotril dans le ralentisseur du transit, parce qu'il me semblait que le Turfan, c'est un antisécrétoire. Ouais, bon, c'est pas du coup vraiment... c'est pas un régulateur du transit. Donc voilà, retenez juste l'olopéramide, qui est l'imodium. Et enfin, les antidépresseurs, ça va être l'amitriptyline. Donc là, c'est le Laroxyl, si je dis pas de bêtises. Tac. Laroxyl, voilà. Et bon, il a plusieurs noms, mais on le connaît souvent sous le nom de Laroxyl. Et rarement, on va utiliser les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc là, c'est la classe la plus connue d'antidépresseurs. Voilà pour les traitements, des principaux traitements en tout cas que l'on peut utiliser dans le syndrome de l'intestin irritable. Et nous allons nous quitter sur ceci. Donc j'espère que vous avez apprécié ce chapitre qui vous a renseigné un petit peu dessus.
Donc voilà, c'est la colopathie fonctionnelle, le syndrome de l'intestin irritable. Peut-être que je vais l'appeler plutôt syndrome de l'intestin irritable, j'ai l'impression que ça parle mieux aux gens. En tout cas, moi, ça me parle plus quand j'entends ça. Surtout qu'en plus, c'est la nouvelle dénomination, donc c'est quand même plus juste d'utiliser ce nom-là. Voilà, et bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous. Profitez bien, je crois qu'il va faire super beau et chaud ce week-end, donc voilà, on a un petit avant-goût de l'été, donc ça fait plaisir. Profitez-en bien. Et puis, profitez-en aussi pour travailler, voilà, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve lundi pour le prochain épisode qui portera sur je ne sais pas encore quoi. Donc, vous aurez la surprise. Allez, bon week-end à tous. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.